Jeudi 5 novembre 2020, bienvenue à cette édition, le sommaire. Les partis politiques ayant emporté des sièges lors des législatives de 2019 et des communales de 2020 peuvent pousser un ouf de soulagement car la Sénat a procédé dans l'après-midi de ce 5 novembre à la remise des chèques aux partis politiques éligibles conformément à la nouvelle charte des partis politiques en vigueur au Bénin. Nous y reviendrons. Déjà un an que la centrale des syndicats des travailleurs debout CSTD a été mise sur les fonds baptismaux. L'événement est marqué par une retraite organisée par cette centrale qui s'est ouverte dans la matinée de ce 5 novembre au Codiam de Cotonou. Les détails dans un instant. Esaü Football Club continue ses préparatifs dans le cadre de sa participation à la Coupe de la Confédération CAF Total 2020-2021. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à Esaü. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À Esaü Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esaü.bj/esaü2019 ou renseignez-vous à Esaü Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à Esaü Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à Esaü, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. Esaü, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. La Commission électorale nationale autonome Sénat a procédé cet après-midi à la remise des chèques aux formations politiques éligibles au financement public des partis politiques. Union progressiste, Bloc républicain et FCBE sont les trois formations politiques à bénéficier des fonds publics au titre de l'année 2020. L'Union progressiste s'en sort avec 590 519 164 francs. Le Bloc républicain avec 505 942 840 francs et la FCBE 103 537 192 francs CFA. Je vous invite à suivre le président Emmanuel Tiando lors de son allocution introductive qui rappelle l'objectif visé par le financement public des partis politiques. Il est au micro de Abdelkader Achirou. L'article 5 nouveau de la Constitution du 11 décembre 1990 et les dispositions de l'article 39 de la loi portant charte des partis politiques en République du Bénin ont induit le vote d'une loi spéciale pour réglementer le financement de la vie publique. C'est dans ce cadre que le législateur a adopté la loi 20-19-44 du 15 novembre 2019 portant financement public des partis politiques en République du Bénin. À travers cette loi, l'État apporte un appui financier aux partis politiques qui complètent leurs ressources propres et exclusivement destinées à la couverture partielle des dépenses de fonctionnement, de participation aux consultations électorales, d'éducation civique, ainsi qu'à la formation de leurs militants. Mesdames et messieurs,
les représentants des partis politiques. Je voudrais rappeler que conformément au décret 2020-362 du 22 juillet 2020 portant financement des partis politiques pour l'année 2020, en son article 2, alinéa 2, la part du financement à recevoir par les partis politiques éligibles couvre les 2 derniers trimestres de l'année et s'élève à la somme d'1,5 milliard de francs CFA. Les articles 8, 9 et 10 de la loi sur le financement public disposent aussi que la Sénat répartit le montant public alloué aux partis politiques concernés en fonction du nombre de leurs députés et de leurs élus communaux, à raison de 60% au prorata des élus communaux et 40% au prorata des députés. C'est dans ce cadre que la Sénat voudrait mettre à la disposition de chaque formation politique éligible le chèque équivalent au financement à lui alloué sur la base de la clé de répartition évoquée plus haut. Il est aussi important de mentionner que les partis bénéficiaires de ce financement sont soumis aux procédures de gestion des fonds publics ainsi qu'au contrôle de la Cour des comptes et de l'Inspection générale des finances. Alors, tout manquement à la bonne gestion de ces fonds entraîne ipso facto la perte du bénéfice du financement sans préjudice des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur. C'est pourquoi, tout en vous en souhaitant bonne réception, je forme le vœu que vous ne tombiez pas sous le coup de la loi dans la gestion de ces fonds mis à votre disposition. Rappelons que ces montants ne représentent que 80% des montants alloués à chaque parti politique. À la fin de cette cérémonie, les responsables des différentes formations politiques bénéficiaires que sont l'UP, le BR et le FCBE ont livré leurs impressions aux hommes des médias. Je pense que donc c'est la reconnaissance de cette intelligence, de ce travail bien fait qu'a reconnu l'État béninois à travers donc cette remise de chèques par l'intermédiaire donc de la Sénat. En d'autres termes, c'est la reconnaissance du mérite, de l'engagement, du respect des lois que nous nous sommes donc données. Et je crois que l'Union progressiste, depuis donc le vote de la charte des partis politiques, est restée dans l'effort, dans l'engagement et travaille au quotidien pour se perfectionner, s'améliorer et respecter, je le dis encore, les lois de la République. Donc, pour nous, à l'Union progressiste, c'est la reconnaissance du travail bien fait, de l'effort. Mais la remise de ce chèque nous engage à d'autres responsabilités. Et le président de la Sénat l'a confirmé, affirmé, et tout à l'heure, il nous parlait déjà des dispositions prises par la Sénat pour aller au contrôle. Et ce ne serait certainement pas seulement la Sénat, c'est d'autres institutions de la République qui viendront contrôler l'utilisation des fonds qui sont mis à notre disposition. Ce n'est pas moi, le porte-parole de l'Union progressiste, la voix la plus autorisée, dira plus tard que l'Union progressiste s'engage donc à utiliser ces sous dans le cadre de l'enracinement du parti, de la construction du parti, dans le cadre tout simplement de travailler pour le développement de notre pays, dans le cadre de porter la politique à un niveau où la politique aide, la politique accompagne donc la construction du Bénin. C'est un effort que nous devons faire à l'Union progressiste, que certainement les autres partis aussi feront. Nous sommes 3 aujourd'hui et nous voudrons espérer que les années à venir, que nous soyons plus nombreux à bénéficier donc de l'appui de du financement public pour que nous puissions construire un pays fort politiquement surtout. Vous voyez, déjà, c'est le fruit de la réforme du système partisan et de la loi portant financement des partis politiques qui est mise en application là. Et nous venons de recevoir effectivement
80% du montant qui nous est revenu, comme tous les autres partis également. Et notre satisfaction est totale parce que de mémoire de politiciens, on n'a jamais eu un financement de partis politiques. Donc c'est la première fois, la toute première fois que nous recevons ce pactole-là. Ça veut dire que le système partisan est bien en route dans notre pays, le Bénin. Donc je profite de cette occasion pour féliciter toute la classe politique béninoise. Je profite de cette occasion aussi pour féliciter le gouvernement, parce que c'est par la volonté du gouvernement que ce montant a pu être décaissé. Voilà. Ce montant va servir naturellement au fonctionnement du Parti Bloc républicain. Vous savez que le parti est un parti, c'est le fonctionnement, c'est les dépenses de la couverture médiatique pour la presse, et la formation des militants, et qu'on appelle le terrain aussi, le déplacement vers les militants à la base. Donc tout ça, ça contribue, ça amène beaucoup de dépenses. Donc le fonctionnement en général, c'est ça qui va être le premier point pour les dépenses de ce parti-là, de cette somme-là. Je disais que tout à l'heure que c'était la première fois que nous recevons un financement des partis politiques par le gouvernement. Et avant, c'était les cotisations des membres du parti. Bon, ces cotisations, vous savez bien ce que ça représente. Donc ici, avec ce pactole, nous sommes beaucoup plus engagés. Et l'utilisation de ce pactole se fera vraiment dans de bonnes conditions parce que nous sommes suivis par la Cour des comptes, nous sommes suivis par le gouvernement, par le ministère des Finances. Donc le fonds, on va l'utiliser à bon escient. C'est avec satisfaction que nous avons reçu notre chèque dans le cadre du financement public des partis politiques. Évidemment, le chèque n'est pas grand. Nous pensons que prochainement, on va recevoir grand parce que ça nous amène à travailler. Donc, ce que nous avons reçu, c'est pour permettre la formation de nos militants, la restructuration du parti et aussi comment préparer les élections qui s'annoncent. Donc, c'est le moment pour moi ici de féliciter tous les militants du parti. Je leur dis que le parti est avec eux et que nous ferons tout pour que ces élections-là qui viennent là se passent bien. Je vous remercie. Nous avons reçu un chèque de 103 millions qui représente 80% de ce que nous devons recevoir. Je pense que d'ici à là, la Sénat va nous appeler pour prendre les 20% qui restent. Donc, on peut également remercier le gouvernement pour ce geste à l'endroit des partis politiques. Parce qu'avec ça, aujourd'hui, les partis politiques ne seront plus vus comme si la propriété d'une personne. Là maintenant, les partis politiques, c'est-à-dire les décisions seront démocratiques au sein des partis politiques grâce à ce financement public. Né le 4 octobre 2019, la Centrale des syndicats des travailleurs debout a fêté le premier anniversaire de sa création le 4 octobre 2020. L'événement a été marqué par une retraite qui a démarré ce jour 5 novembre 2020. En cette occasion, le secrétaire général de la CSTD a dressé le sombre tableau des maux dont souffrent les travailleurs béninois. Suivez un extrait de ces propos recueillis par notre rédaction. L'enfant a grandi. Il y a un an, courageusement, nous avons pris notre destinée en main. Et dans le cadre de son premier anniversaire, nous avons prévu plusieurs activités. Nous démarrons aujourd'hui avec un thème qui cadre avec les travailleurs. Et heureusement qu'on a classé le Bénin comme pays à revenu intermédiaire. Qu'est-ce que ça retourne? Qu'est-ce que nous pensons? Nous avons bénéficié de quoi si déjà nous sommes un pays à revenu intermédiaire? Est-ce que nous le ressentons dans nos poches? Le camarade Florentin Métaï va nous aider à développer ce thème-là. Mais en ce qui concerne la journée d'aujourd'hui, la CSTD va d'abord faire passer un message qui va nous rappeler tous les maux dont nous souffrons et surtout ce qui nous attend actuellement
au plus tard le 10 décembre. C'est pour rappeler au gouvernement l'espoir qu'ont nourri tous les travailleurs de notre pays dès l'avènement de la rupture. L'espoir était grand et à la hauteur des attentes. Enfin, les sans-voix avaient pensé trouver une oreille pour les écouter. Les marginalisés ont rêvé mériter une place dans ce pays. Mais hélas, nos espoirs et nos rêves se sont très tôt transformés en cauchemars. Cette retraite est placée sous le thème « Classement du Bénin, pays à revenu intermédiaire, la part de vérité des travailleurs ». Le communicateur Florentin Métain a déploré le fait que les travailleurs béninois n'ont pas senti ce changement de statut dans leur traitement, contrairement aux autres pays africains classés dans la même catégorie. Le Bénin a vu son revenu par habitant passer de 870 à 1250 $, ce qui lui permet de grimper d'un échelon pour rejoindre le Cameroun, la Côte d'Ivoire ou le Maroc dans la deuxième catégorie des pays à revenus intermédiaires de la tranche inférieure. Ce changement provient en grande partie d'une mise à jour méthodologique au niveau de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique INSAE. Cet institut a entrepris en juillet 2019 la mise à jour du nouveau mode de calcul et le point de départ pris pour la mise à jour des comptes du Bénin qui est 2015, tout ça a favorisé le Bénin, ce qui a fait que son PIB a subi une réévaluation de 36,7%. Voilà donc ce qui améliore la position du Bénin dans ce classement de la Banque mondiale. A priori, quand nous entendons dans notre pays que nous sommes passés de pays pauvres à pays à revenus intermédiaires, de tranche inférieure, nous devons tous applaudir. Ça veut dire que pendant longtemps, nous avons serré les ceintures et les ceintures que nous avons serrées ont fini donc par donner des fruits. Et nous devons pouvoir desserrer les ceintures pour bénéficier tous du fruit de ce que nous avons produit. Mais est-ce que réellement le cas? C'est la question que la grande majorité des travailleurs se pose. Donc, nous constatons que la santé économique du pays et l'amélioration des revenus par habitant a évolué. Mais notre arithmétique bancaire en tant que travailleur est restée statique. Depuis bientôt 5 ans, avec l'avènement de la rupture, nous avons souvent et très souvent entendu que notre pays connaît de façon constante un taux de croissance au plan économique. Malheureusement, de tous les secteurs du Bénin, de l'administration publique, des enseignants de tous ordres et autres, de la santé et autres, nos problèmes sont restés les mêmes. Nous n'avons pas l'impression que ce taux de croissance économique est une réalité. Pour nous, c'est un non-événement parce que les réalités sont demeurées statiques. La preuve, le secrétaire général l'a si bien dit dans son discours. Vous avez constaté, le point indiciaire est resté le même, le SMIG. Un mot de développement personnel dans cette édition. Le développement personnel permet à l'être humain de capter les forces de la nature afin d'attirer leur faveur selon les adeptes de ces pratiques. Pour le spiritualiste et coach en développement personnel Herman Lobotoué, il s'agit d'une partie intégrante de la spiritualité car les deux répondent au même principe divin qu'est la connaissance du soi. Il s'est confié à Jacques Maouillon d'Almeida. Le développement personnel est constitué de toute connaissance pouvant permettre à l'être humain de travailler en harmonie avec les forces de la nature. Celui qui maîtrise le développement personnel, qui connaît les principes de la nature et qui travaille en harmonie, en communion avec ces principes-là, a une vie heureuse.
paisible. Il est inébranlable parce qu'il sait qu'il y a des forces supérieures à lui-même qu'il est, qui sont en œuvre à ses côtés et qui sont en train de le conduire. Le coaching, c'est accompagner quelqu'un dans l'atteinte de ses objectifs. Quelqu'un qui n'a pas les connaissances requises pour pouvoir œuvrer seul et atteindre ses objectifs. C'est ça qu'on appelle coaching. Le développement personnel, c'est la maîtrise des lois de la nature dont j'ai parlé tout à l'heure, et par quelqu'un qui est capable de les enseigner et d'aider quelqu'un à les mettre en pratique pour son cheminement. Dès lors que le coach peut s'exprimer dans la langue que cette personne-là comprend. N'importe qui peut être coaché. Vous savez, je vais vous donner un secret. Nos parents, nos aïeux, quand ils ont un champ, une ferme, ils dorment sur la ferme, ils dorment au champ. Vous savez pourquoi? Parce qu'en dormant là, ils incarnent l'âme de la terre sur laquelle ils travaillent. En dormant là, ils communient avec l'entité qui régente cette terre-là. Et de commun accord avec cette entité-là, ils ont des productions plus abondantes, plus vivantes. Ils connaissaient ça, ils n'ont pas attendu que les Blancs viennent. Ils connaissaient. Nos aïeux savaient que pour avoir une récolte abondante, il faut semer après la nouvelle lune. Ils connaissaient tout ça. Donc, c'est des principes que le développement personnel enseigne, la spiritualité enseigne. Et quand on connaît ces principes-là et on travaille avec ces principes, eh bien, on a la vie qu'on veut, qu'on désire. C'est indispensable. Mais il faut aussi se connaître. L'autre a dit, connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers et les dieux. Celui qui ne se connaît pas ne peut pas se développer. Il faut se connaître. Et en Afrique, ou dans le monde, nous avons 3 méthodes pour cette connaissance de soi. La première voie, c'est l'astrologie. Votre thème astrologique, vous décrivez, il n'y a pas 2 thèmes astrologiques identiques. Car il n'y a pas 2 personnes identiques sur Terre. Deuxième voie, c'est la numérologie. Et chez nous, en Afrique, il y a le Fa. C'est ces 3 voies-là qui vous permettent de vous connaître. Maintenant, quelqu'un qui ne veut aller vers aucune de ces voies-là peut s'observer. Chacun se connaît, on ne peut pas se mentir à soi-même. Si vous êtes, par exemple, quelqu'un qui s'énerve rapidement, un coléreux ou un colérique, vous le savez. Vous savez que ce n'est pas une bonne chose pour vous, que ça vous détruit. Vous devez commencer à faire un travail sur vous-même pour transmuter cette colère-là en sa vertu et contraire, c'est-à-dire la patience. Donc le connaître toi-même est très important. Les nouvelles de Esaü FC. Les universitaires poursuivent leur stade de préparation à Pobet dans le cadre de leur participation à la Coupe de la Confédération CAF 2020-2021. Ce mercredi 4 novembre, une équipe constituée essentiellement des joueurs étrangers s'est inclinée face à Espoir Savalou, club de la Vitalo Ligue 2, 0 but contre 1, en match test à Jambe au stade Jean-Pierre Gasconne de Pobet. Comme le dimanche dernier, ce match a permis de jauger le niveau technico-tactique de ces joueurs pouvant renforcer l'effectif du club. Dr Bienvenu Taweman, l'un des encadreurs du stage, a dressé un bilan à mi-parcours de la 2e phase du stage au terme de la rencontre. Vous avez constaté que pour le premier match, c'était seulement les joueurs, en première partie, c'est seulement les joueurs locaux, les nouveaux joueurs locaux qui étaient venus qu'on a joué en première partie, parce que c'est ce qui est normal. Et en deuxième partie, bon, l'équipe que nous commençons par dessiner à jouer, et on a vu le résultat. Après quelques jours de travail, nous avons fait ce premier match. Et en première partie, nous avons mis également pratiquement que des étrangers. Il y avait que trois anciens qui étaient sur le terrain. Et parce que nous sommes en train de voir ceux qu'on va libérer en même temps, ceux qui vont rester. Et en même temps, nous sommes en train de travailler des combinaisons de joueurs. On prend tel joueur, on le met avec tel, on prend tel, on met avec tel pour voir ce que ça va donner, les complémentarités, et ce qui n'est pas faisable, ceux qui ne peuvent pas le jouer ensemble, tout ça. Bon, nous l'avons fait.
quand on prépare un groupe et on a un match, on a toujours envie de gagner. Hein. Mais je vous avoue que ce n'est pas ça mon premier objectif. Je pense que dès ce soir, nous allons libérer quelques joueurs. Et maintenant, nous allons rappeler les locaux qui ont joué et qu'on voulait garder. Parce qu'on n'a pas voulu les mélanger aux étrangers qui sont venus. Je pense que c'est à partir de demain que nous aurons l'effectif ESAE à 80-90%. Quand vous êtes en train de constituer un groupe, vous faites des entraînements, mais en même temps des oppositions tests. Donc, ce qui ne permet pas, on ne va pas dire qu'on a travaillé le foncier physiquement, non. On essaie de faire ce qu'on peut faire parce que l'objectif c'est de voir quel est le niveau de tel joueur, le niveau physique qu'il a, le niveau technique et le niveau tactique. Et quand vous le faites à l'entraînement, il faut des oppositions comme ça pour vous montrer réellement le niveau de tout un chacun, et c'est ce qu'on vient de faire. Pour le quartier match le samedi, nous n'aurons plus des surprises. Ce serait l'effectif à 80%. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes mercredi, à partir de vendredi déjà, le travail réellement de préparation d'un groupe va commencer. Ça promet. L'objectif, c'est de faire mieux que ce qu'ils avaient fait l'année passée. Et je suis convaincu que nous allons faire mieux. Je ne dis même pas aussi mieux, je suis convaincu que nous allons faire mieux. Avec l'effectif que nous avons, si nous travaillons, nous nous mettons réellement, puisque nous n'avons pas, nous nous mettons réellement dans la préparation à la compétition, préparation qu'il faut pour la compétition, je pense que ça ira. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous rester fidèles. À demain pour un autre rendez-vous de l'information. Bonsoir.